Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. C'est l'autre gros challenge de start-up, de CTO de start-up, c'est qu'en gros, tout est l'air de couler, alors qu'en fait, en permanence, tu dois faire des améliorations, des fixes pour que l'expérience reste la même pour l'utilisateur. Faire accrocher une grosse partie de l'équipe data et faire apprécier l'outil au-delà de juste j'ai pu répondre à ma question, je suis venu, je suis reparti. Cette adoption-là, c'est un truc qui n'est pas évident à craquer. Alors aujourd'hui, je reçois Amaury qui est CTO chez Castor. Castor, c'est une startup, c'est un SaaS qui propose une solution de data documentation pour faciliter l'accès et la compréhension des données. La startup a été lancée il y a un peu plus d'1 an déjà et compte plusieurs dizaines de clients. Bonjour Amaury. Bonjour Robin. Ça va ? Super, au top. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi qu'on parle ensemble aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Castor ? Voilà, comme tu l'as dit, l'outil s'adresse avant tout à ceux et celles qui pratiquent le SQL dans les entreprises. Donc, ça brasse les data analysts, les data scientists, mais en fait, finalement aussi ce qu'on appelle les data stewards, les gens qui sont un peu pratiquants et qui sont débordés dans les entreprises. Je donnerai un exemple au marketing, classiquement, à la finance, selon les secteurs, à la compliance, aux ops. Donc, en fait, dès qu'on commence un petit peu à chercher son chemin en SQL, Castor a de la valeur pour ces gens-là. Et le but, c'est de chercher, trouver, comprendre le contexte des tables, mais aussi les visualisations. Donc, s'il y a Metabase, Tableau, Looker. Et on s'adresse aussi, et c'est un truc qui n'est pas évident à craquer, aux KPI, c'est-à-dire aux définitions business, par exemple. Qu'est-ce que c'est le revenu dans cette entreprise et tout ce qui va autour, les tables qui le décrivent, les visualisations qui le mettent en avant. Voilà. Et du coup, quel est le problème que vous essayez de résoudre ? Alors, le pain, la difficulté qu'on a ressentie, Arnaud, mon cofondateur que tu avais reçu, et moi aussi en tant qu'ancien Head of Data chez Conto, le pain qu'on reçoit, qu'on résout, c'est l'onboarding de nouveaux analystes. En général, c'est un long chemin avant d'avoir la pratique des tables, la connaissance métier, la connaissance business. Et en fait, ces analystes-là, on pourrait faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus rapidement en selle. Et le pendant de ça, c'est la dissémination, le partage de l'information. Voilà, comment on join des tables un petit peu étranges. Comment est-ce que où est-ce qu'on met et où est-ce qu'on transfère cette connaissance métier. J'ai pu voir et j'ai pu faire, mais à culpa, des Google Docs, des petits bouts dans GitLab ou GitHub de bouts de code, des Slack que j'avais bookmark, que j'avais mis en signet, qu'ensuite je partageais, voire même des notes où je copiais-collais quand c'était la même réponse. Bref, des espèces d'horreurs, en fait, voilà, qui aident les autres, mais qui sont pas du tout standardisées et qui, en fait, me prenaient pas mal de temps. Je dis ça pour moi, mais c'était vrai de tous les gens de la team, quoi. Donc, le but, c'est de pouvoir trouver les réponses tout seul, et si jamais on n'y arrive pas seul, d'avoir un outil collaboratif pour pouvoir demander la réponse et avoir la réponse rapidement. Donc, c'est Discover, donc c'est au-delà du catalogue, c'est découverte, explorer, trouver, et après, même soi-même, une fois qu'on a trouvé la réponse, renseigner pour que la prochaine personne ait la réponse rapidement. On se rend compte que documenter, c'est un peu rébarbatif. En revanche, la notion un petit peu solidaire de se dire, voilà, moi, j'ai passé un petit peu de temps à éponger les plâtres, et donc j'en fais profiter les autres. Ça, en revanche, c'est un truc qui parle davantage. Mais il y a un dernier pendant qui est plus proche du data engineering, mais nous, on l'aborde pas comme ça. C'est la visibilité des liens et l'architecture de la manière dont la visualisation, le catalogue, et aussi les termes, les définitions business, les KPI dont je parlais, tout ça est lié. On donne une visibilité qui est plus orientée pour les analystes et les consommateurs de ça que vraiment les ingénieurs qui cherchent avant tout à savoir comment est mappé, comment est façonné leur archi et avoir des voyants verts ou rouges dessus, un petit peu comme les outils
de data observability le font, quoi. Ok, très clair. Du coup, on est rentré assez vite dans le produit. C'est intéressant que tu nous dises, parce que je suppose que ça va très vite, les choses évoluent très vite quand tu montes une startup, sachant que, comme on l'a dit, ça fait voilà, un peu plus d'un an, mais j'ai entendu qu'il y avait déjà eu une première levée. Ce serait intéressant que tu nous dises un peu où vous en êtes, ou peut-être dans les grandes lignes, comment ça s'est passé depuis le départ. Peut-être que tu nous parles de pourquoi aussi vous avez levé des fonds. Et voilà, ce serait déjà pas mal. D'accord. Alors, comment on en est arrivé là et où on en est? Bah, comment on en est arrivé là? Alors, j'étais chez Conto et que je gérais, la data, Tristan et Xavier sont venus me voir et ils avaient déjà façonné un produit, de cataloguing, et donc j'en parlais avec eux. Moi, je trouvais ça très sympa, très intéressant, mais je crois qu'on n'était pas encore prêt dans ce que je peux appeler le data journey. Donc finalement, les étapes un petit peu de maturité data à l'époque, Conto pour vraiment pleinement, tirer la valeur de Castor. Mais j'ai complètement vu l'intérêt et les peines que ça pouvait résoudre, et donc on parlait et je leur donnais des conseils, ils amélioraient le produit au fur et à mesure, c'était hyper intéressant. Et à un moment, en fait, moi, j'avais envie de passer à une étape entrepreneuriale et j'étais prêt à passer à autre chose. C'était génial, Conto, mais finalement, 3 ans, ça me paraissait aussi une bonne marque pour passer à autre chose. Et du coup, finalement, assez naturellement, Tristan et Xavier ont proposé à Arnaud et à moi de les rejoindre. Et en fait, ça correspondait vraiment à ce qu'on voulait, c'est-à-dire démarrer une boîte, pour reprendre tes mots. Donc, ce qui s'est passé à partir de là, c'est que, on est reparti à 0, en termes de produits. Pas de vision, mais de produits. Exactement il y a un an, début novembre 2020, et il a fallu quelques mois pour avoir une première version, ce qu'on appelle un MVP en jargon, startup, minimal valuable product. Et on a commencé à un POC avec plusieurs clients. Et heu et depuis, en fait, finalement, il y a eu beaucoup plus de POC, beaucoup plus aussi de clients, et on a recruté pas mal. Du coup, le but d'une levée, en fait, c'est te donner les moyens de soutenir ta croissance, c'est un petit peu le deal. Surtout que on est dans un marché où il y a pas mal de concurrence, surtout aux US. Il y a des boîtes qui ont fait Y Combinator qui sont un peu sur le même, créneau. Il y a, comme tu l'as dit, on va peut-être en parler ensuite, des boîtes enterprise beaucoup plus grosses qui ont, déjà le pied dans ce secteur-là. Et puis, il y a des boîtes avec des visions holistiques, type, Databricks, qui veulent un peu tout faire, et il y a des boîtes qui font une brique, genre DBT, qui en plus veulent l'étendre à faire, davantage de documentation. L'idée étant que c'est good enough, mais finalement, ça fait aussi le job. Donc, en fait, c'est pour aller vite parce que ça bouge beaucoup. Je pense que la maturité du secteur data suite à l'arrivée des warehouses, et l'accélération avec, l'IPO de Snowflake et l'intérêt qu'ont les entreprises et la conversion qu'elles ont à passer sur ces outils-là, mais aussi finalement toute la galerie d'outils type, ELT, Fivetran, Stitch, mais finalement maintenant Reverse, ETL aussi, et enfin toute une galerie de produits SaaS, ont fait leur entrée et on s'inscrit un petit peu dans cette mouvance. Donc c'est le créneau et il faut aller vite, et c'est pour ça qu'on est dans cette, manière de faire. J'ai beaucoup d'admiration pour les boîtes qu'on appelle des bootstraps, comme pendant un long moment, Tucantoco. C'est hyper intéressant, d'avoir, le moyen de pas lever au début et de soutenir sa croissance avec ses premiers clients. Sauf qu'on a eu besoin, nous, de se développer très vite pour la situation concurrentielle, dont tu parlais. Donc, du coup, on fait beaucoup de features, on est très opportuniste, et c'est très excitant, mais ça correspondait mieux à la stratégie qu'on avait, quoi. Donc, on est très heureux de ça. Et donc toi, tu montes le département technique en tant que CTO, je suppose. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Quels sont tes plus gros chantiers, notamment vis-à-vis du fait voilà, que vous soyez une startup en cours de lancement? Je suppose que c'est assez spécifique et que ça ressemble pas forcément à ce que tu faisais par le passé. Ouais, c'est vrai que par expérience, j'ai été dans une scale-up avant. J'ai déjà vu ce que c'était que les grosses croissances. Donc, il y a des points similaires, mais on n'a pas la maturité,
d'une boîte de 2 ans, même de 4 ans, et en fait, et l'équipe technique qui va avec. Donc, aujourd'hui, c'est un SaaS avec un front-end, donc l'application, un back-end derrière pour le le mettre en mouvement et derrière, une partie qui est vraiment plus métier, qu'on retrouverait chez des ETL, chez des gens qui font bouger de la data. Il y en a pas mal, il y a plein d'applications très orientées data qui sortent. C'est se connecter chez le client ou sinon récupérer les infos d'un connecteur qu'on a mis chez le client et enfin que eux ont installé et en fait traiter, processer, transformer, enrichir, croiser cette information pour la réabonder dans ce back-end. Donc voilà, ça c'est l'archi vraiment avec un échelon le haut. Donc moi en fait c'est deux pendants, c'est continuer à avoir une bonne célérité, c'est-à-dire sortir des features qu'on attend, pouvoir soutenir face à la concurrence, face aux attentes des clients, face aussi à nous, nos partis pris. C'est un peu un mélange des trois, finalement, une startup. Et pour ça, en fait, ça consiste à un peu gérer les moments où on prend des raccourcis, ce qu'on appelle la dette technique, et les moments où, au contraire, on va essayer d'en payer un peu. C'est un peu un hydre, hein. La dette technique, c'est un truc que dont tout le monde parle, personne ne saisit vraiment. Il y a plein de manières différentes de la représenter, mais à la fin, c'est à quel point tu peux facilement sortir une nouvelle feature sans que ça casse tout et sans que ça soit une frustration pour les devs. Ça demande du coup un code bien découpé, lisible, avec des standards pour pas se faire des nœuds au cerveau à chaque fois que j'attaque quelque chose. Donc voilà, donc ça fait partie du boulot. Et l'autre point, c'est stabiliser sous la forte croissance, c'est-à-dire que quand il y a 2 fois plus de clients tous les 3 mois, il y a des challenges qui n'existaient pas il y a 3 mois. C'est pareil chez Conto, des challenges database, beaucoup, ça c'est un classique. Finalement, quand tu designs ta query, et là je parle vraiment, c'est intéressant, de data plus dans le produit et plus de data analyse. C'est le problème qu'on peut avoir dans des warehouses. Par exemple, si tu optimises ta manière de sharder dans ton BigQuery, dans ton Snowflake, enfin, plutôt Redshift, tes données, bah ça va coûter moins cher, ça va être plus efficace. Il y a un pendant en SQL, en database, on va dire plus produit back-end. Voilà, si je mets un index là, si je l'attaque différemment, ça marchait bien avec 1 million de lignes, ça marche moins avec 10. Donc voilà, ça se voit pas, le client le voit pas, il faut que ça reste pareil en termes d'expérience pour elle ou lui, mais il faut quand même arriver à le stabiliser. Et ça, c'est un problème de riche, dans le sens où ça arrive quand tu es en croissance, mais c'est l'autre gros challenge de startup, de CTO de startup, c'est qu'en gros, tout est l'air de couler, alors qu'en fait, en permanence, tu dois faire des améliorations, des fixes pour que l'expérience reste la même pour l'utilisateur. Donc, c'est un peu ingrat dans le sens où le client le voit pas, mais si le client voit pas, c'est que tu as réussi. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu une journée type pour toi, même si tu nous fais par exemple une journée type le premier jour, une journée type maintenant, tu vois? Ouais, bah t'as tout à fait raison, ça a pas mal évolué. La journée type au début, on était que 2-3 en tech, c'était coder 80% du temps et faire un peu de management à côté, quoi, pour faire court. J'aime beaucoup l'article de Paul Graham sur makers versus manager schedule. L'idée de se dire que quand tu es un maker, donc un contributeur individuel, moyennement ou peu collaboratif, ça s'applique surtout aux devs. Je dirais qu'un data analyst est beaucoup plus collaboratif, donc il y a des réunions, mais un data engineer peut-être moins. Il est davantage à prendre les infos de ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire et ensuite les faire. Du coup, tu as besoin de tunnels. Quand tu dev, quand tu fais un système de data engineer, si tu craques un problème, tu as besoin d'un tunnel de 2, 3 heures, 4 heures, et si on te cale des meetings au milieu, en fait, ça te casse ta productivité parce que c'est pas du tout la même manière de fonctionner. Donc voilà, donc j'étais là-dedans et maintenant qu'on a quand même pas mal grossi, je pense que maintenant l'IC il est tombé à 20-30% du temps. Moi j'adore en faire, j'adore coder, mais la vérité c'est que c'est pas là aujourd'hui où je peux apporter le plus de valeur au reste de la team. Déjà parce qu'il y a des gens qui sont très bons et meilleurs que moi, mais aussi parce que faut aussi garder la strat, garder le moral, la culture de l'équipe, les points dont je parlais en avant qui étaient cette dette technique, faut avoir des stratégies pour l'attaquer, il faut se dire sur quoi on bosse, sur quoi on appuie la semaine prochaine, le delivery devient très important. Chez Conto, c'était une notion très centrale et ça, je l'ai un petit peu gardé pour moi, cette idée de finalement, faut un peu de stock de features, mais pas trop.
faut être clair sur là où on appuie, à l'échelle du trimestre, mais aussi finalement à l'échelle de la semaine ou du sprint, peu importe la manière dont tu fonctionnes. Donc voilà, je pense que là, on est quand même très orienté delivery. Le but, c'est de sortir les features et du coup, il y a, comme on est maintenant 7, comme je t'ai dit, ou quelque chose comme ça, euh, il faut, euh, il faut canaliser ça. Qu'est-ce qu'on fait, quelles features, quelles sont les attentes, qu'est-ce qu'on teste. Voilà, quand on est 2 ou 3, ça prend assez peu de temps. Quand on est 7, finalement, beaucoup plus, quoi. Et quand tu es une équipe de 50 tech, 100 tech, et pareil, data engineer, c'est encore, il y a un niveau de management intermédiaire pour encore démultiplier l'effet. Si je fais un peu l'analogie avec tu sais, ce qu'on appelle souvent une feature team, qui est le modèle qu'on retrouve maintenant dans quasiment toutes les boîtes et dans lequel tu vas intégrer un tech lead, est-ce que c'est toi, du coup, qui aujourd'hui continue à opérer ce rôle de un peu faire le lien entre, je sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais par exemple des user stories qui ont été, on va dire, framées avec le product manager ou ici le CPO, peu importe, pour les découper entre guillemets en technical stories, si on peut les appeler comme ça, mais en tout cas en briques qui sont développables et un peu de à minima briefer les équipes de dev dessus, voire pré-rédiger un peu les specs. Enfin, est-ce que en fait, sans forcément être dans le dev, tu vas quand même à un niveau finalement assez détaillé pour briefer les équipes? Bah, je pense que tu l'as très bien découpé. Ça fonctionne exactement comme ça dans la plupart des boîtes qui marchent bien, en tout cas en termes de tech. Alors, le système type Spotify, c'est un peu un serpent de mer parce que il y en a qui disent qu'ils le font pas vraiment. Spotify les premiers. Mais sans rentrer là-dedans, l'idée de se dire, c'est comme les microservices ou même le data mesh maintenant appliqué à la data, c'est qu'il y a un moment, ça devient trop compliqué d'avoir tout à un endroit, mentalement, etc. Du coup, on découpe. Et l'humain, finalement, et l'équipe n'échappe pas à cette stratégie qui consiste à dire, c'est plus simple d'avoir un périmètre plus réduit que tu maîtrises bien que d'être un petit peu sur tout à la fois quand ton produit a commencé à avoir 20, 30, 40 microservices, des millions de lignes de code, bon bref, et donc appliqué à la data, ça serait une centaine, enfin une dizaine de milliers de tables, mettons, dans ton warehouse, quoi. Bon, du coup, on fonctionne comme ça. Alors, on est assez pragmatique, mais ce que j'aime beaucoup, et je l'avais vu aussi dans d'autres expériences, c'est-à-dire qu'il se passe pas un mois sans qu'on retouche un peu au process, à la manière de fonctionner. Donc, c'est en permanente évolution. Le process lui-même est en rolling release. Je peux faire une blague de geek. Et du coup, on a des sprints, mais on n'est pas du tout. Alors, chacun fait comme il peut en fait, donc j'accepterai complètement les critiques là-dessus. Mais on a des sprints un peu flottants où en gros on se dit voilà, c'est ça qu'on va faire à l'échelle de la semaine. On a un sprint planning, on a une sprint rétro pour se dire voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a appris ou pas. On a des dailies, ce qui est quand même très classique aussi pour se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. En termes de, donc plus ce qui t'intéressait dans ta question de philosophie, de comment on passe du produit à la tech et comment on fait le delivery. Ouais, ouais, je pense que ça commence avec une intention produit. Alors, soit elle vient de l'utilisateur directement via le support client, le customer success, ou soit via même le sales. Voilà, on n'a pas réussi à closer. Voilà, il y a plein d'entrants et soit d'une intuition aussi produit, ce qui est hyper important. C'est la phrase de Ford sur le fait que s'il avait uniquement écouté ses clients, il aurait fait un cheval plus rapide. Bon, ça aussi, c'est un serpent de mer, cette phrase, mais l'idée, elle est, la conclusion pour moi, elle est que dans les inputs produits, il y a le produit lui-même et sa stratégie de boîte et de produit de se dire, voilà, je vais faire ce truc, on me l'a pas demandé, mais je crois beaucoup dedans. Donc, fort de ces entrants, là, on se dit, voilà, une user story dont tu parlais, finalement, l'utilisateur, il a un pain ou il a un besoin ou elle est face à quelque chose, un problème à résoudre. Et là, on va arriver, selon les moments, c'est assez simple, il y a juste un descriptif. Très, très souvent, il y a des designs qui vont avec. Du coup, une fois que tu as ça, nous, on fait un petit check technique à cet endroit de dire, voilà, là, vous voulez faire ce truc-là, mais en fait, techniquement, ça va être très dur. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis? Le but, c'est d'avoir un temps de livraison qui soit court, le plus court possible, mais sans compromettre la qualité. Moi, je crois beaucoup au triangle qualité, scope
et temps, en fait. C'est un truc où tu peux pas contraindre les 3 côtés en même temps. Donc, soit tu coupes ton scope, soit tu coupes ta qualité. On essaie de pas trop le faire et donc soit tu coupes aussi, le temps, donc tu ajustes dessus. Bon, voilà, je dis ça parce qu'en fait, c'est exogène, il y a plein d'externalités là-dedans. Tu un client qui te demande un truc, t'as quelqu'un qui tombe malade, enfin, je veux dire, tu peux pas contrôler ton système. Une fois que tu as réussi un petit peu à faire tes compromis, au niveau technique, là, on déroule une vraie spec technique sur plus de détails, on la critique, on la discute et il y a des outils géniaux pour ça. Bon, je pense qu'à l'époque, c'était dans Jira. Maintenant, on utilise beaucoup Notion pour ça. C'est génial parce que c'est collaboratif. On peut faire des liens, on peut les mettre dans un Kanban, on peut faire des commentaires. Donc, voilà. Après, on passe à une spec technique, en fait, se dire, voilà, OK, c'est ça qu'on veut faire, mais comment on va le faire? Et là, s'il y a des points à découler, le but, c'est pas avoir de grosses surprises. Du coup, on préfère penser avant de faire. Je pense que l'expérience montre qu'on perd pas trop de temps à faire ça, en fait. Parce que tu le payes plus tard, tu le payes ce qu'on appelle en rework, tu le payes en ajustement au milieu de ta feature, ou pire, de réexploration au milieu. Enfin bref, ça m'est arrivé de le faire, ça m'est arrivé de manager des gens qui le faisaient. Donc je sais très bien ce que ça peut donner. Maintenant, il y a des niveaux d'évidence où il n'y a pas besoin de faire tout ce process. On reste agile. Et après, il y a un découpage. Et comme tu disais, finalement, en technical stories, voilà, c'est ça qu'on veut faire. Et après, on le score. La rédaction des specs techniques au niveau des fonctionnalités qui sont identifiées, ça, c'est quelque chose qu'en général, tu fais toi-même, ou est-ce que c'est, on va dire, toute l'équipe tech découpe un peu son temps entre une partie recherche, écriture des specs techniques sur les fonctionnalités, que toi, du coup, tu répartis dans l'équipe, et des développements. Donc, chaque semaine, par exemple, sprint planning, il y a une partie, tu as une partie de ton temps où tu travailles sur de la recherche, du coup, plutôt pour les sprints suivants, et une partie où tu as du dev sur le sprint en cours, quoi. Bah ouais, c'est là aussi encore très pertinent. Bah, au début, c'était uniquement moi, tous les découpages et tous les descriptifs des features. Au début, on décrivait pas forcément bien les features. Maintenant, on utilise GitLab, c'est comme GitHub, mais finalement, on l'utilise en mode Kanban. L'idée étant derrière que tout ce qui est tech, ou quasiment, elle se retrouve au même endroit. Donc, tu as le code, la branche avec la merge request, pull request, selon le terme que tu emploies pour en parler. L'issue, donc la tâche technique qui est associée, et du coup tout est au même endroit. Il y a un Kanban. C'est très pratique d'avoir tout au même endroit. C'est un petit peu la même idée que Jira, sauf que c'est comme si on avait mis Jira sur GitHub. C'est quand même très pratique d'avoir tout au même endroit. Voilà. Ça, c'est pour l'outil. Mais donc, du coup, maintenant, à 6 mois, 1 an après, l'idée, c'est que tu peux pas scaler une boîte si tu deviens toi-même le goulot d'étranglement. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, les devs prennent la feature, fassent l'exploration technique. C'est un point dont j'ai pas parlé, mais quand il y a trop d'incertitudes sur comment le faire, on commence par un POC, une exploration technique, qui est pas chiffrée, qui prend le temps qu'elle prend, et après, on en sort l'aspect technique. Du coup, celui ou celle qui fait l'aspect technique, finalement, enfin l'explo va faire l'aspect technique et va faire les issues. Maintenant, s'il n'y a pas besoin d'exploration technique, là, ça dépend. J'en fluidifie, j'en amende, j'en ajoute, mais le but, c'est qu'en fait, tout le monde finisse par se dire, voilà, je tire cette feature, je pense qu'on va faire ça dedans, et je rajoute mes tâches techniques. Donc, le but, c'est que ça soit distribué. De la même manière qu'on a des full stack. Je pense que j'attends ça aussi des devs, et ça responsabilise et ça donne de l'autonomie. Je pense que les devs sont très friands d'autonomie. Ça rend le travail beaucoup plus épanouissant. Donc, ça m'emmène à la question suivante, qui est quel a été ou quels sont les plus gros challenges que vous avez rencontrés, ou peut-être que vous rencontrez actuellement, comme tu préfères. Ouais, non, bah, moi, je l'ai vécu de l'autre côté de la barrière en étant chez Kanto, en ayant la première version de Castor. Je pense que c'est l'adoption, c'est-à-dire on n'a pas trop de difficultés à rencontrer des gens qui ont le pain, qui font face à la difficulté de partager, de découvrir leurs ensembles de données. En revanche, faire accrocher
une grosse partie de l'équipe data et faire apprécier l'outil au-delà de juste j'ai pu répondre à ma question, je suis venu, je suis reparti. Cette adoption-là, c'est un truc qui est pas évident à craquer parce que on reste un outil de plus. Adopter un nouvel outil est jamais évident parce qu'il y a certaines features qui sont déjà, par exemple, si tu utilises l'UI de Snowflake ou de BigQuery, il y a des choses qui sont déjà dedans. Bah, tout est pas aussi bien, c'est sûr, mais il y a cette marche à l'entrée de faire adopter l'outil aux gens. Alors, on a plein de solutions pour ça, et en particulier, on a l'idée d'avoir une sorte d'animation active, de leur faire un reporting, de la gamification. Il y a plein de choses qu'on a dans les cartons, et on est très confiant. Maintenant, c'est un challenge. Après, il y a un challenge technique classique. Est-ce que j'achète ça sur étagère ou est-ce que je le fabrique moi-même pour gagner du temps? Bon, ça, c'est plus des challenges pour moi. Et le challenge database, parce que finalement, même si on reste au niveau metadata, on est surpris avec certains clients d'avoir parfois plusieurs centaines de milliers de tables dans un warehouse, avec ce volume assez impressionnant. Et du coup, bah, tu as un fois 10, fois 20, fois 30 sur les colonnes. Tu peux te retrouver avec certains comptes avec ça, 300 000 colonnes, quoi, sur un warehouse. Bon, après, moi, je juge pas l'utilisation qu'en fait les gens, mais c'est vrai que du coup, de notre point de vue, c'est pas évident techniquement, mais il y a d'autres challenges. Par exemple, le graphe, comment est-ce que tu modélises un lineage qui est gigantesque quand, par exemple, certains clients ont 20 niveaux de profondeur et en fait, tout est tentaculaire parce qu'il y a 10 tables de vérité qui abondent dans toute la modélisation. Les modélisations sont différentes dans chaque boîte et du coup, finalement, la complexité technique va avec. Mais c'est hyper intéressant et c'est pour ça, pour boucler sur le point que j'avais déjà dit, qu'on a besoin de data engineers qui savent penser large et penser un peu plus software que purement je réponds à un use case d'une boîte, parce que là, en fait, on essaie de couvrir les use cases de plein de boîtes différentes et du coup de plein de use cases différents. Un dernier point, c'est l'industrialisation dans les challenges. On est aussi très, alors je vais expliquer ce que je veux dire par là, on est très opportuniste, c'est que en gros, par exemple, si tu me dis demain, ah, bah, moi j'utilise Periscope, qui est une technologie intéressante, mais finalement pas hyper répandue. J'ai rencontré quelques boîtes, mais pas beaucoup. Du coup, est-ce qu'on va faire une intégration en profondeur ou est-ce qu'au fond, on co-développe un petit utilitaire pour extraire les infos et on les monte dans le produit pour le client pour qu'en gros, il puisse jouer avec, et après, on se met un petit peu en ordre de bataille pour le rendre c'est ça que je veux dire, plus industriel, plus récurrent, plus robuste. Et en fait, même si finalement, ça va un peu contre l'idée enfin, ça peut rajouter beaucoup de dés techniques si jamais on met quelque chose de trop bricolé. On choisit d'avoir une tactique un peu, de se dire, voilà, j'apprends comment ça fonctionne, je me mets avec un client en POC et on peut même monter dans les niveaux de contrat et de confidentialité qu'on a avec ce client pour rassurer tout le monde. Mais je valide le use case et la manière de le faire, et une fois que ça commence à bien marcher en mode semi-automatique, là, je passe à la caisse à faire ça de manière beaucoup plus robuste. Donc, c'est ce qu'on a fait, par exemple, avec Looker, avec Tableau aussi. Et du coup, avant de complètement l'industrialiser, on est allé chercher des infos, chercher de la connaissance et de l'apprentissage dessus. Mais de manière macro, l'industrialisation, quand est-ce qu'on décide de faire ça, d'aller plus vite ou au contraire de le faire encore de manière un peu plus manuelle, c'est un débat permanent et c'est une tactique dynamique, quoi. Donc ça, c'est le challenge. Voilà. En fonction aussi des ressources dans la boîte, quoi. Bah écoute, je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs? Oui, j'aime beaucoup les articles, alors sont beaucoup sur Medium, je pense, d'Airbyte, qui est une solution très intéressante de LT, qui a avec une approche un peu à la DBT d'open source freemium. Et j'aime beaucoup First Round, qui est un VC américain qui a vraiment un blog avec parfois certains épisodes en podcast qui sont merveilleux, que des gens triés sur le volet et des super informations, surtout pour les gens qui veulent monter les boîtes. Je sais qu'il y a un article, par exemple, quand on cherche un cofondateur, quelle approche avoir, qui est génial pour les gens, sûrement dans ton auditoire, qui cherchent à monter une boîte, surtout tech. Et là, je suis tombé sur un blog Pragmatic Engineer. J'ai vu des trucs assez cool dessus. Bon, après, voilà, de temps en temps, ça dépend aussi de l'effort des gens. Merci d'ailleurs d'animer ce podcast.
finalement se dire, je mets du temps perso pour aller écrire des articles ou solliciter d'autres gens, voilà. Et moi, je suis très reconnaissant. Et il y a des moments où il y a des articles intéressants sur ces choses-là et d'autres moments où moins. Mais voilà, je conseille ça. Trop cool. Bah écoute, c'est déjà pas mal. On va aller regarder tout ça. Et enfin, est-ce que tu peux me parler d'une équipe data en France qui réalise des beaux projets que je devrais interviewer? Ouais, je te conseille beaucoup de parler à Olivier chez Malte, qui gère la data. On parlait récemment ensemble et il m'a dit un truc marrant. Il m'a dit, c'est marrant, une époque, on était, je veux pas trahir ses mots, mais c'est un peu ce que j'en ai compris. Il était très fort en Spark et en fait, aujourd'hui, avec des warehouses et avec un traitement en DB, transformation in warehouse, type DBT, il y a plein de use case Spark qui n'ont plus lieu d'exister, quoi. Donc, il a été hyper agile et capable de changer complètement son fusil d'épaule et de passer aux techno actuels. Mais c'est vrai que quelqu'un, et c'est rare, qui fait du data engineer depuis parfois 5 ou même 10 ans, faut pas s'appuyer sur ses lauriers parce que la stack a beaucoup bougé. Et lui, il a été capable de beaucoup bouger, mais en même temps avec l'apprentissage d'avoir vu plein d'autres choses. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, voilà, je te conseille d'aller lui parler. Trop cool. Écoute, je vais lui envoyer un petit message. Merci Amaury. Avec plaisir. Merci beaucoup, Romain, pour ta patience face à mes grandes digressions. À bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt.